Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente L'horrible frigo du fils meurtrier, une enquête de Mathieu Fourquet. La lame fend le muscle et bute sur un os. Sous les néons de la cuisine, l'homme marque une pause. Du dos de sa main, il s'éponge le front, ajoutant une traînée de sang à sa sueur. Puis il reprend sa besogne, l'œil vide, hagard. Ça devait mal finir. Fallait pas me faire ça à moi. Dieu sait à quoi il pense dans le silence de ce petit appartement de salon de Provence. Mal rasé, vêtu à la va-vite, il continue de trancher, jusqu'à ce qu'un bruit sec se fasse entendre. La lame a heurté le plan de travail. Le type empoigne la chair coupée, la glisse dans un sac plastique puis la jette au congélateur. Déjà, il a repris son couteau. Sur son visage, on ne lit qu'une immense fatigue, le désœuvrement, les désillusions de toute une vie. J'avais pas le choix. Putain, je suis trop fatigué, il faut que ça s'arrête. Comme elles sont loin, les années heureuses, et ce temps où Daniel, fils aîné d'immigrés portugais, faisait la fierté de ses proches. À peine son bac en poche, il s'était mis à son compte comme maçon allant de chantier en chantier. Le travail ne manquait pas. Il fallait le voir à l'époque, dans les années 2000, mettre chaque samedi le feu au podium des boîtes de nuit, chemises cintrées, mèches gominées sous les lasers des stroboscopes. C'était la belle époque, celle des copains et des rires, des filles qu'on séduit, des bouteilles de champagne qu'on vide sur le dance floor. Et puis, un jour, Karine est arrivée. Elle n'était pas comme les autres. Jolie comme un cœur, posée, elle était de celles pour qui on s'assagit, avec qui l'on construit. 3 ans d'amour total, passionné, couronné en 2012 par la naissance d'un petit garçon, l'immense fierté de Daniel, la prunelle de ses yeux. 8 ans plus tard, tout ce bonheur ne semble plus qu'un souvenir irréel. À 37 ans, que reste-t-il au maçon plein de promesses, à part cette cuisine et ce travail de boucher qu'il continue d'exécuter comme un automate, sac après sac, tous empilés au fond du congélateur. Tous, ou presque. Pour celui-ci, Daniel a soudain une autre idée. Cette fois, c'est la porte du four qu'il ouvre en grinçant. Et c'est sur la grille qu'atterrit le sac à viande. Du plastique dans le four? Daniel a-t-il perdu la tête? Sait-il seulement ce qu'il fait? À en croire ses proches, ce n'est pas sûr. Ils l'ont vu sombrer, lentement. Les choses ont commencé à se gâter vers la fin 2016, quand Karine a quitté. Daniel ne pouvait voir son fils qu'un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. C'est une décision assez classique en cas de divorce, mais pour Daniel, c'était une énorme, une irréparable injustice. Son fils, c'était toute sa vie. La faute à qui? À Karine, évidemment, qui l'inonde à l'époque de messages pleins de haine. Le maçon en envoie d'ailleurs à tous ceux qui ne l'ont pas suffisamment soutenu. Le père de Karine était commissaire divisionnaire à la retraite. Et il le soupçonnait d'avoir joué de toute son influence pour imposer ce mode de garde. Il était en colère contre ses amis qui ne le soutenaient pas assez, contre sa mère qui n'était bonne qu'à lui répéter que tout allait s'arranger. Il était en colère contre ses frères, contre ses sœurs. En fait, il était en colère contre tout le monde. Quand 2018 débute, Daniel est bourré d'amertume, de colère et de rancune. Un vendredi soir, alors qu'il ramène son fils à sa mère, il explose. Sur le perron de la maison des Guières, pour un mot qu'il prend mal, il se met à hurler, à frapper comme un fou sur une voiture. L'enfant pleure. Le beau-père déboule et ils en viennent aux mains. Pour cet accrochage musclé, Daniel écope d'une amende et de 8 mois de prison aménageable. Plus grave, il se retrouve déchu de ses droits parentaux. Cette fois, les autres ont réussi. Ils lui ont volé son fils, sa raison de vivre. Daniel se replie alors sur lui-même, s'isole de plus en plus. Son entreprise de maçonnerie a coulé depuis longtemps. Il traîne son mal-être d'antidépresseur en anxiolytique
erre dans les rues où il n'est pas rare de le croiser assis par terre, sur le trottoir, pleurant en silence. L'été dernier, un ami tombe sur lui sur le vieux port de Marseille. Méconnaissable, Daniel fait désormais la manche, le regard absent, la bouche pâteuse. « Mais, Daniel, mais qu'est-ce que tu fous là ?»« Mon beau-père m'a baisé. Mon beau-père m'a baisé. » Mais Daniel, tu ne peux pas rester là. Il faut te ressaisir. Il a fait exprès de me pousser à bout, pour que ça dérape. Et ils m'ont pris mon fils. À 36 ans à peine, Daniel en paraît 10 de plus. Face à tant de détresse, le vieux copain n'a pas le cœur à l'abandonner là. Allez Daniel, viens, je t'emmène chez ta mère. Quand tout le monde vous a abandonné, qui d'autre qu'une mère pour vous accueillir encore? Au 2e étage de la résidence de la Roseraie, Maria lui ouvre grand les portes de son 3 pièces, le temps qu'il se rétablisse, qu'il remonte la pente. Mais où est Maria aujourd'hui, tandis que son fils s'affaire dans la cuisine de l'appartement silencieux de Salon de Provence? Cela fait des jours que le téléphone sonne en vain. On n'entend que le froissement des sacs de plastique, le bruit du couteau, la porte du frigo qui s'ouvre, celle du four qu'on referme. Et que fait Daniel dans l'appartement, déambulant en chaussettes, les mains rouges et l'œil vitreux? Sa mère en a-t-elle eu marre? S'est-elle lassée? Plusieurs fois dans les mois précédents, elle a conduit son zombie de fiston aux urgences psychiatriques. Plusieurs fois, ils l'ont gardé. Plusieurs fois, elle l'a vu revenir dans l'état où il était parti. Que pouvait-elle faire pour le sortir de là, sinon patienter? Le dimanche 16 février, voilà 9 jours que nul ne sait où se trouve Maria. Alertés par le reste de la famille, les sapeurs-pompiers grimpent 4 à 4 les escaliers de l'entrée d'étroit de l'immeuble de la Roseraie. On sonne, rien. Ou peut-être un bruit de pas qui traîne. On tambourine à la porte longtemps. Puis enfin, une voix masculine répond. « Laissez-moi, tout va bien. »« Monsieur, ouvrez la porte. Ouvrez la porte ou nous allons devoir appeler la police. » À peine cette menace lancée, la porte se déverrouille lentement. Un visage livide, mangé de barbe apparaît. Le visage d'un homme qui n'a plus rien à perdre et qui lâche ces mots. « J'ai tué maman. » Puis, le spectre va s'asseoir, muet, sur un coin du canapé, et les pompiers découvrent un décor de cauchemar. Dans la cuisine, pas un mur sans trace de sang. Dans le frigo, dans le four, sur la table, de la chair découpée leur arrache des hauts le cœur. Et au milieu de cette boucherie sans nom, une évidence s'impose, effroyable. Maria n'a jamais quitté l'appartement. Pourquoi Daniel a-t-il tué puis démembré sa mère? Aux enquêteurs, il n'a pas dit un mot, ni sur les raisons de son geste, ni sur les morceaux du corps retrouvés dans le four. Au matricide sanglant, l'homme a-t-il ajouté le cannibalisme comme une ultime barbarie? À ce stade de l'enquête, impossible de le savoir précisément. Une rupture d'un traitement médical pourrait expliquer une crise psychotique. Quoi qu'il en soit, la spirale de la folie ne suffit pas à expliquer un geste aussi atroce. Ici, s'arrête la science et s'ouvre l'angle mort, le trou noir, l'insondable et terrifiante énigme de l'âme humaine. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.